tellement de choses qui sont en route dans ces thématiques de sucre que j'ai un peu cogité pour essayer de vous l'aborder de façon la plus simple possible et surtout en évitant toutes les culpabilisations, stigmatisations et partis pris. Je suis médecin, alors un médecin nutritionniste, je vais dire juste un petit mot sur ma profession. On est médecin, donc on pose des diagnostics et à partir des diagnostics qu'on porte, on regarde les alimentations de nos patients et on essaye de les adapter au mieux en regard à la pathologie dont ils souffrent. Donc ce n'est pas un travail de diététicien, donc je n'ai pas de connaissance de calories, c'est pas quelque chose pour laquelle j'ai été formée. Et on a un regard sur une médecine assez globale finalement, parce que la nutrition, c'est pas que ce qui se passe dans l'assiette, c'est aussi où vous vivez, comment vous vivez, comment vous bougez, comment vous avez des antécédents familiaux ou pas. Donc c'est une médecine assez globale et qui est riche de plein de choses. On peut l'aborder du point de vue sociologique, anthropologique, biochimique, tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas des accros des régimes, contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ. Alors ce soir, on avait réfléchi sur la thématique sucre, et puis on se disait, mais quel thème, comment on va l'appeler cette soirée? Et finalement, on a choisi ces deux mots, moi j'ai mis ami au poison, ou plaisir au poison, parce que finalement, ça devient un peu compliqué, je ne sais pas. Donc avant qu'on commence, justement, je voudrais savoir, parce que vous voyez, j'ai mis un peu des photos sur des thématiques que vous lisez, que vous entendez dans les médias, et j'aimerais avoir, vous, tout simplement, comme vous me disiez un petit peu comme ça, au pied levé, le mot sucre, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Si les gens veulent se lancer, comme ça on verra si je me trompe dans mon déroulé à ensuite, ou qu'est-ce que ça vous évoque, le mot de sucre? Qui veut se lancer? Plaisir. Monsieur? Dépendance. Énergie. Gourmandise. Réconfort. Excès. Pulsion. Ça fait déjà beaucoup, hein? J'ai une écrivaine, vous avez pu suivre. Industrialisation. Industrialisation. Oui. Addiction. Addiction. Diabète. Diabète. C'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Glycémie. On va rester là-dessus. Donc effectivement, le sucre, vous voyez, ça recouvre déjà plein de domaines dans ce que vous avez pu tout écrire. Merci. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a des mots à la fois positifs et des mots négatifs ou qui font peur, des mots de maladie. Et donc ce soir, on va essayer de faire le tri de tout ça et puis voir comment vous, chez vous, quand vous allez être au supermarché, comment vous allez pouvoir trier et faire la part des choses de la façon la plus neutre possible. Voilà. Donc, quelqu'un a parlé d'énergie. Oui, le sucre, c'est l'énergie de toutes les cellules de notre corps avant tout. Et on a besoin de sucre pour vivre. Hein. Les cellules ne fonctionnent qu'avec du sucre, du bout de votre orteil jusqu'à votre cerveau. Donc, l'énergie, c'est vrai qu'on peut la relier directement au mot sucre. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a eu des mots de maladie, on a parlé de diabète, de pulsion, et de drogue, de dépendance. Donc finalement, comment on va s'y retrouver? De quel camp on va choisir? Donc, non, c'est pas dans ce sens-là. Donc ce que j'ai prévu de vous parler ce soir, c'est de donner un petit peu d'histoire par rapport justement à l'industrialisation du sucre, parce qu'on pense que c'est récent et on va voir que c'est pas si récent que ça. Qu'est-ce que c'est que le sucre finalement? Les effets dans notre corps? Qu'est-ce qu'on nous recommande de consommer? Et puis une petite conclusion pratique pour voir comment on fait dans notre frigo, dans nos supermarchés. Ça. Alors l'industrialisation du sucre, on pense toujours que la transformation des produits est récente, de 5 à 10 ans. En fait, pas du tout. C'est déjà depuis Napoléon. Ça a commencé là parce que Napoléon, il a donné comme ordre finalement de donner un nom à une industrie qui était culturelle aux Antilles, donc la culture de la canne et la culture de la betterave, et finalement les premières fabriques impériales datent de cette époque-là. Donc les choses, l'industrialisation et le commerce au niveau du sucre, c'est fait au 19e siècle, d'accord?
voyez assez? Ah, bon, quel dommage, comment je suis forte. La star n'est pas finie. Alors, dans cette période-là, donc au début du 19e siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Appert. Les petits-enfants, vous connaissez l'apertisation, peut-être pas. C'est le monsieur qui a inventé une formule pour conserver les produits. Donc déjà avant, on avait le frigo, c'est il y a environ 100 ans. L'apertisation, vous voyez, c'est 1817. Et de ce fait-là, on a pu commencer à conserver nos aliments. Et donc, au 19e siècle, tout ce que vous voyez au-dessus, que vous connaissez tous, je suppose, c'est arrivé à cette période-là. Monsieur Meunier, qui a fait sa tablette de chocolat, qui est encore vendue. Monsieur Lu, qui est maintenant plutôt en Bretagne à Nancy, mais sa première création d'entreprise était à Nancy. J'ai fait mes études de médecine à Nancy. J'ai un petit amour à Nancy. Monsieur Nestlé, qui était suisse, qui a créé son entreprise. Coca-Cola en 86 et la Kellogg's Company qui s'est créée début du XXe. Donc vous voyez, cette industrialisation de notre alimentation, c'est pas depuis 5-10 ans qu'elle existe. C'est un train, alors effectivement elle s'accélère, on va voir ensemble comment elle se produit, mais c'est finalement beaucoup plus ancien que ce qu'on pouvait le croire. Alors, le sucre, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que quelqu'un peut se lancer dans une définition du sucre? Ça vous embête, hein? C'est quoi finalement le sucre? La petite fille là, tu sais ce que c'est? Non? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Dis-moi. Le sucre, c'est quelque chose qu'on a besoin mais qui en même temps peut être très mauvais pour la santé. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre idée pour une définition? Non? Alors j'y vais. Alors si je prends le Larousse, j'ai été regarder dans le Larousse, qu'est-ce qu'ils nous disent le Larousse? Le sucre, c'est un nom masculin. Et c'est une substance alimentaire qui s'appelle le saccharose, qui a une saveur douce et qui est soluble dans l'eau. Et c'est issu du sucre de canne ou de betterave. D'accord? Donc ça, c'est la définition de Monsieur Larousse. Vous avez des remarques? Ça vous parle? Bon, alors, si on va un peu plus loin, ça, c'est aussi des sucres. Ça vous parle? Alors, le pain, les féculents, vous appelez ça comment? Oui, et puis les bonbons? Et le miel? Rapide aussi. Vous êtes bon, hein? Alors ça, c'est la notion de structure biochimique, en fait. Alors, quand... autrefois, j'ai envie de vous dire, c'était simple. On parlait de sucre rapide et de sucre lent. Après, on commence à parler de sucre simple et de sucre complexe. Alors pourquoi? Alors simple ou rapide, c'est à peu près pareil, parce qu'en fait, le sucre, c'est une ou deux molécules. Alors il y en a qui sont connues, le glucose, le fructose, le galactose. Et puis quand elle s'associe par deux, le saccharose, qui est votre sucre de table, c'est une molécule de glucose et de fructose. Le lactose, le sucre du lait, c'est du glucose avec du galactose. Puis vous avez le maltose, qui est deux molécules de sucre. Donc les sucres rapides, pourquoi on les appelle rapides? Parce que tout simplement, c'est des petites molécules simples, d'où le mot simple ou rapide. Et puis les sucres lents, de 2 molécules, vous pouvez aller jusqu'à 600 molécules. C'est des molécules de sucre, mais qui sont reliées sur des chaînes d'amidon et qui vont être plus ou moins travaillées, on va voir ensemble. Mais la définition biochimique, donc c'est sucre simple ou sucre rapide, comme vous m'avez dit, et sucre complexe. Donc ça, c'est une définition biochimique. Alors, là-dessus, qu'est-ce que vous voyez? Des sucres rapides, des sucres lents? Tous? Oui, tous? Bon, vous êtes très très bons, bravo. Effectivement, ils sont tous rapides. C'est tous des sucres à base de saccharose, glucose, fructose, mais avec des proportions de fructose ou de glucose qui vont être variables. Et ce qui font le support de discours, on va dire, de bonne santé, que vous allez trouver dans les magasins bio, parce qu'il y en a qui sont même beaucoup plus chers que d'autres. Lequel est le plus cher là-dedans? Ouais. Ah oui, le miel. Et puis le muscovado, vous avez regardé le prix au kilo. Alors, du coup, on peut aussi introduire la notion de sucre naturel. Naturel, ça veut dire que c'est issu du végétal. Canne à sucre, betterave. Donc vous avez le sucre blanc ou roux que vous avez vu. Puis donc ces sucres dits complets, en fait, ils sont issus de la canne à sucre.
Mais il y a quand même 95% de saccharose, donc glucose, fructose. Quand vous avez du miel, c'est 50% en gros de fructose et de glucose, un peu d'eau, des minéraux. Le sirop d'agave, le sirop d'érable, c'est à peu près les mêmes compositions. Donc essentiellement du fructose pour l'agave, saccharose pour l'érable. Et sucre de coco qui commence à être à la mode, parce que pourquoi je vous ai mis tout ça? Parce que on voit dans les magazines, bien-être, les recettes, apprenez du sucre coco, c'est formidable et tout ça. En fait, c'est du saccharose. Donc j'ai envie de vous dire, pour moi, médecin, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Je ne demande pas à mes patients de passer au sucre complet et tout ça. Le sucre, c'est un sucre, c'est des proportions différentes et on va voir tout à l'heure l'impact sur la santé. Donc j'ai envie de vous dire, bon, faites-vous plaisir. Il y en a qui ont des saveurs différentes. C'est vrai que les sucres comme le complet ont des petits goûts de réglisse, donc déjà des gens vont chercher ça. Le sucre roux, il a un tout petit peu certaines saveurs que n'a pas le sucre blanc 100% saccharose, si vous voulez. Mais encore une fois, du point de vue moi médical, je ne vais pas distinguer à ce point-là, d'accord? Même si vous avez toute une nutrition, on va dire commerciale derrière, qui va prôner certaines formes de sucre. Donc les sucres, ils peuvent être naturellement présents dans les fruits, un peu les légumes. Alors on parle toujours, je sais pas, le melon, la tomate, enfin c'est très très peu ici. Le miel, on vient d'en parler, il y a du sucre dans le lait, c'est le lactose. Et bien sûr dans les jus de fruits. Après, si on continue dans nos définitions, et ben, dans l'industrialisation, là on n'est plus du tout dans le naturel. C'est-à-dire que là, on a des sucres maintenant qui sont plus issus directement de la canne ou de la betterave et qu'on va transformer. Donc, il y a différents noms qui peuvent être lus sur des étiquettes, le sucre inverti, le sirop de glucose, le fructose, glucose, le dextrose, enfin tout ce qui se termine en ose, j'ai envie de vous dire, c'est des formes de sucre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme propriété? C'est que, en fait, c'est de la chimie. Et est-ce que vous savez dans cette liste-là, celui qui potentiellement pose le plus de problèmes? C'est le sirop de fructose-glucose. Celui-ci, il existe aux États-Unis depuis très longtemps. Il est mis dans les boissons, les sodas, des choses comme ça. Aux États-Unis, ils ont une norme, on va dire, de fabrication qui autorise ces formes de sucre jusqu'à plus de 55%. En Europe, on limite à 20 à 30%. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire que c'est issu de la culture du maïs. C'est-à-dire que comme ils ont des cultures de maïs énormes, les surplus de maïs, ils se sont dit à une époque, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et ils ont développé ces fabrications-là, qui sont des formes de sucre qui sont extrêmement liquides, très faciles à lier dans les chaînes de fabrication de vos biscuits, de vos glaces, des boissons. Et en fait, ils vont prendre des chaînes d'amidon de maïs, ils vont faire des techniques technologiques, en particulier des systèmes enzymatiques et d'acides, pour découper la molécule d'amidon en molécules simples, mais qui sont extrêmement à haut pouvoir sucrant et surtout très haute assimilation dans votre corps. Et c'est ça qui pose problème. Et donc aux États-Unis, ils ont de l'avance sur nous, mais ça nous rattrape beaucoup parce que sirop de fructose, glucose, vous pouvez le voir sur les étiquettes. Et c'est vrai que moi, en tant que médecin, pour mes patients qui ont des problèmes de santé, je les mets beaucoup en garde sur ce sucre-là. Alors pourquoi ils ont... Là, j'ai été sur le... en France, il y a le CEDUS, qui est un organisme issu de la culture de betterave, donc c'est industriel. Tous les industriels du sucre ont créé une espèce de fondation, je ne sais pas comment on peut nommer là, ça s'appelle le CEDUS. Alors moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ces gens-là, c'est parfait, mais ce que je veux dire, ils ont des banques de données, ils construisent des outils thérapeutiques, d'ailleurs, ils inondent beaucoup aussi les écoles, ils viennent de nos facultés de médecine enseigner, enfin bon, après, il faut prendre du recul par rapport à tout ça, mais au moins ce petit tableau-là, je l'ai trouvé bien fait, parce qu'ils expliquent pourquoi on prend ces sucres industriels. Parce que, comme je vous le disais, c'est plus facile aux fabricants, ils vont faire des économies d'échelle pour fabriquer leurs biscuits, leurs sirops, les boissons, les glaces. Donc, si vous voulez, quand vous avez une glace, s'il n'y avait pas de sirop de glucose dedans, votre glace, elle est dure comme la table, donc vous ne la mangez pas. Donc, pour que ça soit onctueux, pour que ça glisse bien sur votre langue, pour que ça aille plus vite à manger, pour que ce ne soit pas la table, ça veut dire que ça glisse très facilement, ils vont utiliser des agents de texture
et ces formes de sucre en font partie. Il y en a bien d'autres, hein. Il y a des émulsifiants, il y a des lécithines, il y a des exhausteurs de goût. Enfin, ils regorgent d'imagination pour nous rendre le produit toujours plus attirant, peut-être addictif, mais là on en reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est des agents de texture qui vont faciliter les fabrications et améliorer certaines textures. Alors, quand vous avez une étiquette, est-ce que vous regardez les étiquettes d'abord? Qui regarde les étiquettes? Oh là là, mais là, on a un public là, je suis impressionnée. Alors, du coup, qu'est-ce que vous regardez sur l'étiquette? Les calories, les composants, les additifs, qu'est-ce que vous faites? Allez. Les sucres ajoutés. Les sucres ajoutés. Les composants. Les calories aussi? Non? Les glucides? C'est tout. Bon. Alors, est-ce que vous savez comment sont... Est-ce que l'étiquette, c'est le fabricant qui l'a fait comme ça au pif, ou alors il y a une réglementation? Il y a une règle. Laquelle? Quand on voit là sur ce produit sucre, est-ce que c'est l'ingrédient principal ou c'est le dernier? Voilà. Effectivement, le premier ingrédient, c'est le principal. C'est toujours classé par ordre décroissant. Donc, quand vous regardez l'étiquette, ben là, ils ont mis sucre en premier. Donc, c'était du sucre avec autre chose, puisqu'il y avait des œufs, de la farine. On peut imaginer que c'est des biscuits, d'ailleurs, c'est marqué en dessous. Bon, ça, c'est la première chose. Comme c'est une conférence sur le sucre, je ne vous ai pas fait toute l'étiquette, on va faire les sucres. Alors, sur l'étiquette, le sucre, le mot scientifique, c'est glucide. D'accord? Donc, quand ils vous mettent sucre totaux, ça correspond à l'amidon, c'est-à-dire les sucres lents, vous avez appelé tout là, plus les sucres simples. D'accord? Donc ça, sucre totaux, ça. Après, ils vous mettent don sucre. Donc, quand ils vous mettent don sucre et qu'il n'y a rien derrière, c'est les sucres rapides. C'est la proportion de sucre rapide. Don amidon, ben, c'est la proportion de sucre complexe au sucre lent. Après, quand ils vous mettent sans sucre ajouté, ça ne veut pas dire que c'est sans sucre. D'accord? Il peut y avoir le sucre du fruit qui est là. Et l'équivalence, si vous voulez vous amuser à compter vos morceaux de sucre de votre journée, c'est savoir que 5 grammes de glucides, en gros, c'est un morceau de sucre. D'accord? On verra tout à l'heure dans les recommandations de consommation. Ça va? C'est clair? Vous connaissiez tout? Oui? 5 grammes de glucides. Non, c'est un morceau de sucre. Non, c'est pas beaucoup. Donc voilà, donc dans cette étiquette, vous voyez ce qui est surligné, sirop de glucose fructose. Donc si j'ai un patient diabétique, si j'ai un patient qui a des problèmes de poids, de surpoids, je lui dis vous n'achetez pas. Bon, je ne vois pas beaucoup de gens, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose d'assez vite vu, mais c'est vrai qu'on a un pouvoir en tant que consommateur. Je suis un peu militante slow food, écolo machin, et j'ai le genre, notre pouvoir il est aussi dans notre caddie, et qu'on n'a pas à accepter toute l'industrialisation qu'on nous vend. Et il n'y a pas de fatalité à ça, alors ça devient un peu dur. Alors je sais que l'année dernière vous aviez fait une conférence sur un petit livre que j'ai au cabinet, que j'adore, qui s'appelle Le Bon Choix au supermarché. Il y a les applications Yuka, il y a tous ces trucs-là, mais je suis pour, parce qu'effectivement, biscuit égal, on peut peut-être choisir celui qui est moins transformé. Donc c'est du sucre en premier. Donc là, si on voit l'étiquette, vous avez glucides dont sucre. Donc ce biscuit contient proportionnellement beaucoup plus de sucre rapide que d'amidon, puisque en glucides total, vous avez 46 grammes 30, d'accord? 79,9 pour 100 grammes. Donc là, ils noient toujours le poisson, hein, ils sont pénibles. Hein. Alors ils vous mettent pour un sachet de 10 biscuits, pour 100 grammes, faut voir ce que vous mangez, un seul biscuit, 100 grammes de biscuits, donc ils noient le poisson. Mais franchement, ce produit-là, vous avez du sirop de glucose, vous voyez que c'est principalement des sucres rapides, qu'il y a de l'arôme correcteur d'acidité, il n'est pas top. Hein. Comment on fait un gâteau? Toi, tu connais tout, hein? Qu'est-ce que tu mets dans tes gâteaux, toi? La farine, de la levure. Donc la farine, est-ce qu'on en a? Oui. La levure, il y a de la poudre à lever, donc jusque-là, tu es comme Mimi. Qu'est-ce que tu mets après? Les œufs? Il y en a? Du lait, mentalement, il y a un peu de protéines de lait. Du chocolat. Là, il n'y en a pas, c'est pas des gâteaux au chocolat. Et du sucre quand même, c'est un gâteau. Bon. Alors qu'est-ce qu'il a mis en plus? Il a industrialisé son sucre. Et puis il a mis de l'acide citrique, voilà. Puis c'est sûr. Moi, ce qui me pose problème, c'est le sirop de glucose fructose sur cette étiquette. Oui.
En fait, c'est un co-correcteur d'acidité, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il met du... Sans doute que son sirop de glucose rend acide, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il met ça. Quand tu fais un gâteau, c'est pas acide. Hein. Mais bon, ça doit être... Il y a une raison sans doute, mais je ne la connais pas. Alors, là en haut, de nouveau sucre en premier. Le deuxième en œuf. Après, il y a de l'huile. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous embêtent là-dedans? Alors, pourquoi ils mettent un bidon de maïs hein? Moi, la lécithine, moi, c'est pas top. Est-ce que vous savez pourquoi c'est pas top, la lécithine? C'est un émulsifiant. Donc, en fait, ça rend votre biscuit beaucoup plus mou. Il va fondre très vite dans votre bouche. Il ne va pas rester en bouche. Donc, si vous voulez que ça dure longtemps dans votre bouche, que vous n'en mangez pas 3 ou 4 d'affilée pour avoir le plaisir, c'est une façon d'accélérer votre... on en mange plus, en fait. Voilà. Voilà. Oui, ils sont très malins. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis encore? Ils ont mis des épaississants, des conservateurs, des arômes. Il y a beaucoup de choses. Alors après, au niveau des sucres, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'ils vous ont mis en dessous, là? Je n'ai pas mis tous les sucres. Il y a les glucides, donc hydratose de carbonate. Donc 56 grammes, dont sucre 26, donc c'est 50% d'amidon. Alors moi, je l'explique toujours ça, c'est comme si vous avez votre pain, vous mettez moitié pain, moitié confiture, quoi. Imaginez votre pain. D'accord, c'est ça. Hein. C'est quoi Hydrate de carbone, c'est un autre nom. Aux États-Unis, ils appellent ça comme ça. C'est un autre nom pour sucre lent. Voilà. Parce que c'est des chaînes d'hydrate de carbone. On ne va pas aller sur la biochimie. Attends, je ne sais pas si c'est très intéressant. Et des édulcorants aussi dedans? Alors, très bonne remarque. Où ils sont les édulcorants? Quel nom il y a? Voilà. Tous les halls. Alors, là, on a parlé du sucre. Je ne vous ai pas parlé d'édulcorants. Ce n'est pas le propos de ce soir. Mais donc, je vous ai parlé des oses, donc dextrose, sirop de glucose, sirop de fructose. Et puis, il y a les halls. Alors, les halls, ce sont les édulcorants. Qu'est-ce que c'est un édulcorant? Ça donne un pouvoir sucrant. Oui. Sans en apporter les calories. Sans calories. C'est le goût du sucre. C'est pas très conservateur. Non, c'est un goût du sucre sans la molécule du sucre, donc vous trompez votre cerveau. Alors, cancérigène, je ne sais pas, mais ça trompe surtout le cerveau. Et sur ce qui est démontré, c'est que ça a des impacts sur des choses plus compliquées qui sont au niveau de la flore intestinale. D'accord? C'est assez laxatif. Hein, quand vous prenez des chewing-gums sans sucre ou des boissons light, vous pouvez avoir facilement des douleurs abdominales. C'est assez laxatif, si vous voulez. Je crois que le métabolisme n'est pas content d'avoir l'impression d'avoir du sucre, il n'a pas de sucre et il en recherchera ensuite. Tout à fait, ça appelle encore plus au sucre. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que votre cerveau, il va dire, mais c'est quoi ce truc-là? Je vois arriver une saveur sucrée, donc il attend un glucide qui lui amène de l'énergie, vous ne lui amenez pas, alors vous le trompez au début, puis après ça augmente les appétits, vous avez encore plus envie de sucre. Donc c'est vrai que là, mes patients, je leur dis tout le temps, on enlève tous les lights. Hein. C'est vrai que moi je suis pour la vraie crème, le vrai beurre, le vrai sucre. Tout ce qui est 0%. Non, surtout pas. Voilà. Donc ça c'est l'étiquette du haut. Encore un petit exercice. Lequel des deux biscuits vous allez choisir là en bas? Les petits beurres ou les gâteaux chocolat pépites de chocolat? Pourquoi? Petit beurre. Parce que t'aimes ça? Oui, et que c'est marqué que c'était... Le premier ingrédient, effectivement, c'est la farine. Donc celui-là, vous allez plutôt manger quelque chose qui va vous durer longtemps. Il y a quand même du sucre, mais il arrive en deuxième. Alors que celui d'à côté, vous avez essentiellement du sucre, du chocolat. Donc on va voir ensemble que... Et puis de nouveau, qu'est-ce qu'il y a en fin d'étiquette? Voilà. De nouveau, on retrouve ce fameux sirop de glucose fructose qui va modifier des choses. Voilà. Donc, je ne veux pas vous stigmatiser tout, mais c'est vrai que ça, c'est un ingrédient... franchement, c'est vraiment la grosse industrialisation et c'est embêtant. Et quand on voit sucre en premier et à la fin sirop de glucose, ça augmente encore la quantité de sucre dans le gâteau. Bien sûr, voilà. bien sûr. C'est pas additionné à au premier ingrédient. C'est en plus. Si là j'ai pas mis l'étiquette détaillée, mais il serait dans glucides totaux, oui. dont sucre, ça contiendrait et le sucre et le sirop de glucose fructose. Hein, sans qu'ils vous détaillent. Mais ils sont tenus de mettre tout ce qu'ils ont. Hein. La législation est quand même... Mais ce qui est intéressant, c'est que même si c'est en toute petite quantité,
ça concentre la saveur sucrée et ça accélère certaines choses dans notre corps. Voyez. Donc l'idée, c'est encore une fois, quand on lit une étiquette, celui du haut, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses pour un gâteau, hein, entre les stabilisants, les poudres à lever, les émulsifiants, les épaississants, les conservateurs. Waouh, faut y aller quand même. Hein. Et les deux biscuits, vous voyez que l'épaisseur de l'étiquette, entre guillemets, nos petits beurres, bon, il y a la recette de notre ami, hein, de ton gâteau, sans le chocolat. Et l'autre, de nouveau, bon, on a des choses qui ne sont pas extrêmement géniales en dessous. Après, bon, tout dépend de la consommation qu'on en fait, de la fréquence dans laquelle on va s'y mettre. Tout va bien? Ça vous parle? Bon, alors, puisqu'on a vu les définitions, donc on va aborder, finalement, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut être dépendant? Est-ce que... Et quoi? Donc voilà, est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est un ennemi, le sucre? Alors, on va faire... Je vais déjà vous expliquer comment le sucre il arrive dans votre corps et qu'est-ce qu'il fait dans une situation normale. Et puis après, on dira quelques mots. Le but de la soirée, c'est pas un cours de médecine. Hein. Donc, après, si vous avez des questions, encore une fois, moi je suis là pour y répondre, mais l'idée, c'est que vous ayez déjà une idée de comment ça se fabrique. Alors, le sucre, quand on mange, il passe par la bouche, on est d'accord? Il va où après, les enfants? Dans l'estomac. Dans l'estomac. Et puis après? Dans le foie. Dans le sang. Dans l'intestin. Dans le cerveau. Dans le cerveau, dis donc. Bon, alors il commence par la bouche, il va dans l'estomac, il passe dans notre tube digestif, et c'est à partir du tube digestif de notre intestin qu'il va transiter dans le sang. C'est comme ça pour tous les aliments. D'accord? Ça c'est. Et après, il peut passer dans le foie, dans le cerveau et tout ça. Mais prenez dans le bon ordre. Bouche, estomac, intestin, vaisseau sanguin. D'accord? Et après, dans le corps entier. C'est l'énergie de toutes les cellules, hein, donc il faut bien qu'elle aille partout. Donc, alors, on va y aller étape par étape. Alors, le numéro 1, l'absorption digestive. Donc, une fois que vous avez mangé votre bonbon, il arrive dans l'estomac, ensuite il passe dans l'intestin, et il va arriver dans le sang. Dans le sang, sur ce dessin, c'est les petites molécules roses, le sucre. D'accord? Alors, le sucre dans le sang, il sert à quelque chose. Il sert à quoi? On a dit l'énergie des cellules. Il ne faut pas que j'en ai trop non plus, parce que la cellule elle a une capacité. Donc, on a un système de régulation de notre taux de sucre dans le sang grâce à une hormone qui s'appelle l'insuline. Est-ce que quelqu'un connaît l'insuline? Ça vous parle? Hein? L'insuline, est-ce que vous savez par quel organe elle est sécrétée? Le pancréas. Et il est où le pancréas dans notre corps? Là, à gauche. Le foie, il est à droite. Le pancréas, il est à gauche, il est derrière. C'est une petite languette comme ça, il est sur la gauche. Donc le pancréas, il sécrète une hormone, mais il sécrète plein d'autres choses aussi. Est-ce que vous savez ce qu'il sécrète en dehors de l'insuline? Vous savez? Non. Il sécrète des enzymes de découpage de nos aliments. C'est-à-dire que quand vous mangez de la viande, il y a l'estomac qui va, avec son acidité, découper un peu la protéine. La viande, ça amène essentiellement des protéines, des acides gras. Et puis après, ça sort de l'estomac. Et juste à la sortie de l'estomac, il y a une petite partie de notre intestin qui s'appelle le duodénum, où il y a des enzymes de découpage qui arrivent. C'est-à-dire que ça va découper vos morceaux d'aliments. Parce que quand on mange son steak, il faut le transformer en toutes petites molécules avec du fer, du zinc, des protéines. Ça, c'est microscopique. Donc avant que ça arrive dans mon sang, là, il faut que ça se découpe. Alors le tube digestif, il est très long, il fait 12 mètres, il y a des surfaces d'échange énormes. Et donc là, c'est raccourci, mon dessin. Mais le pancréas, il ne fait pas que l'insuline. Il fait des protéases, des glycases, des amylases, des lipases. Il y a tout un tas d'enzymes. Les enzymes, c'est comme des ciseaux de découpage pour faire d'un morceau d'aliment un peu gros à des toutes petites molécules que votre corps va assimiler. Donc là, on va s'intéresser au sucre. Donc le sucre, quand il arrive dans votre sang, pof, il envoie un signal à qui? Le cerveau. C'est là qu'il arrive, le cerveau. Puis le cerveau, il y a une tour de direction là-haut qui dit « Oh là là, il arrive trop de sucre ou il n'en arrive pas assez », puis il informe d'autres cellules, puis il va dire au pancréas « Bon, envoie-moi de l'insuline, parce que là, il y en a trop ». Alors l'insuline, c'est comme quelque chose qui va porter le sucre dans notre corps, donc elle va le porter, puis elle va le ranger. Alors l'insuline, elle va ranger du sucre dans le foie, ça s'appelle le glycogène, donc on a une petite réserve en sucre
dans le foie. Elle va le ranger aussi dans le muscle, une petite réserve de glycogène dans le muscle. Alors les sportifs, ils connaissent très bien ça parce que quand ils font des marathons, quand ils ont des compétitions, ils mangent d'une certaine façon avant leur effort physique pour augmenter les stocks de glycogène. Alors, quand vous faites le Tour de France, quand vous faites le Ironman, ils ont des protocoles particuliers. Donc c'est rangé dans le muscle. Et puis votre muscle, accessoirement, il l'utilise quand même. Il y a très peu d'élimination en temps normal, par le rein. Et puis tout ce que vous n'utilisez pas, elle va le ranger ailleurs. Et le ailleurs, c'est où? C'est sur les hanches, sur les fesses, sur le ventre. C'est dans le tissu gras. Et c'est sous une forme que nous, on peut doser en tant que médecin, qui s'appelle les triglycérides. D'accord? Ça vous va? Vous connaissiez? Vous avez des questions? Ça vous parle? Donc ça, c'est une situation normale. J'ai fait un petit dessin derrière pour reparler de l'insuline. Et surtout, de la façon, parce qu'on va le réaborder tout à l'heure, comment manger les sucres. Quand vous prenez un sucre tout seul, que votre estomac est vide, donc la flèche rouge, c'est le taux de sucre qui va monter dans votre sang. Pour qu'il ne monte pas trop, vous avez de l'insuline, ou alors, il y a peu d'insuline si vous êtes en train de pédaler. Si vous êtes en train de faire le Tour de France, il se chope des boissons toute la journée, mais comme il pédale, c'est le muscle qui consomme, donc il n'y a pas besoin d'insuline dans ce cas-là. Donc quand on fait le marathon, on peut prendre des sucres toute la journée si on veut, le muscle il consomme toute la journée, d'accord? Mais le problème c'est que, qui fait du marathon dans la salle? Qui court après sa souris informatique toute la journée? Pas tant que ça, pas plus que ça. Bon, donc on est quand même beaucoup assis, on n'est pas sur notre vélo à pédaler. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes assis sur votre table, le corps il est informé, il dit allez à sa table, il y a le muscle qui ne travaille pas, parce qu'on a des petits informateurs de nos muscles, c'est-à-dire que le corps il sait quand on bouge ou pas. Et puis on ne bouge pas parce qu'on est en train de cliquer vers le mulot, comme dirait quelqu'un là. Et puis 1 heure après le repas, 2 heures après, pouf, gros coup de pompe. Alors quand je suis formateur, que je forme les médecins, quand je reprends l'après-midi, puis que je vois mes collègues piquer du nez, je sais ceux qui ont trop sécrété d'insuline, parce que ça fait dormir, c'est fatigant. C'est-à-dire que quand vous avez un gros coup de pompe 1 à 2 heures après votre repas, vous pouvez être sûr que votre corps il a été chercher beaucoup d'insuline, et ça fatigue, et ça peut aller même jusqu'à ce qu'on appelle les hypoglycémies, faire un petit malaise, où on n'est pas très bien. Mais qu'est-ce qui l'a intéressé cet enfant? Quand Léna fait de l'asthme, il a un tube d'insuline, je crois que c'est ça. Pour l'asthme, non. Non. Il a un tube avec un produit qui lui ouvre ses bronches, mais c'est pas de l'insuline. Ça finit par in, cela dit. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, quand vous avez un gros coup de pompe 1 à 2 heures après votre repas, peut-être qu'on a abusé un peu ou du volume, ou de la quantité de sucre, ou de graisse. Il faut le savoir. L'insuline, elle gère les stocks de sucre et les stocks de graisse. Bon. Est-ce que vous connaissez la notion d'index glycémique? Oui. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Pof. C'est important? Pour choisir les aliments qui auront un index glycémique moins élevé. Moins élevé? Qu'est-ce que ça veut dire, index glycémique? Est-ce que vous savez? La rapidité avec laquelle le sucre est dans le sang. Tout à fait. C'est que quand il arrive dans le tube digestif, s'il arrive très rapidement et qu'il monte très rapidement votre taux de sucre, ça veut dire qu'il a un index glycémique élevé. Donc c'est l'index glycémique, la valeur de référence, c'est le glucose. C'est pour ça qu'on appelle index glycémique. Alors, pourquoi je vous ai mis cette diapo? Parce que à la fois ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi tordu pour certains. Parce qu'ils vont vous prôner des produits à index glycémique bas, mais qui ont quand même des impacts sur la santé. Par exemple, les fruits, quel index glycémique ça a? Ça dépend du fruit. Oui, ça dépend du fruit. Ouais. Ça dépend. Alors, quel est le nom du sucre du fruit? Fructose. Et là, vous avez du glucose. Donc, je compare un chien et un chat. C'est 2 animaux, mais c'est 2 espèces différentes. Donc, le petit piège, c'est que la notion d'index glycémique, elle ne fait référence qu'au glucose. Si vous avez des fruits, comme il n'y a pas de glucose, il aura un index glycémique bas. D'où, petit souci, voyez? Alors, le fructose, il a un métabolisme un peu différent, il va passer par le foie, il peut refabriquer du sucre différemment, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est ça le piège de l'index glycémique. C'est pour ça qu'à
à la fois, ça peut être intéressant, effectivement. Si vous avez un produit, par exemple, qui est avec des farines pas trop blanches, effectivement, ça aura des index glycémiques plus bas, parce que la farine va ralentir l'assimilation du sucre. Si vous avez des œufs, il y a autre chose. C'est pour ça que j'ai mis à côté, ça dépend de la composition de l'aliment. Ça dépend si vous avez beaucoup le cuire ou pas le cuire. Par exemple, l'index glycémique de la pomme de terre, si vous la cuisez en robe des champs avec sa peau, il est plutôt élevé. Si vous la consommez en purée, non, c'est l'inverse, il est plutôt bas. Et quand c'est en purée, il est plutôt élevé. Du coup, votre pomme de terre, c'est toujours de la pomme de terre, mais en fonction de comment vous allez la manger, elle aura plus bas. Les frites sont un index glycémique plus bas parce qu'il y a le gras qui ralentit l'index glycémique. Donc vous voyez, je crois qu'il ne faut pas non plus se faire piéger. Et quand j'explique aux gens, moi je parle en repas, parce que, je sais pas, on peut manger un aliment tout seul, mais il faut aussi voir tout le contexte. Puis alors, il y a des gens qui ont, je vous ai parlé de nos enzymes de digestion. Il se trouve que dans ma vie antérieure, j'ai vécu dans l'océan Indien, où les gens mangeaient beaucoup de riz. Et je travaillais à l'hôpital dans un service de diabétologie, et on faisait des mesures de vitesse d'assimilation des sucres à partir de bols de riz. Vous avez 3 patients, 3 bols de riz identiques, on n'avait pas les mêmes résultats derrière. Parce qu'en fonction des enzymes digestives dont vous disposez dans votre corps, votre index glycémique du repas il va être variable. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette diapo pour mettre un petit peu de critique, mais gentille, hein, c'est toujours intéressant. Plus votre index glycémique est élevé à l'aliment, a priori il est moins transformé, il est de meilleure qualité. Mais c'est pas aussi simple qu'on peut le croire. Donc je sais qu'il y a des livres, le régime IGBA, il y a des trucs comme ça, c'est intéressant mais pas que. Donc ne restez pas que là-dessus. Ça va ? Alors, on continue. Alors oui, j'ai mis un petit point sur ce fameux fructose, donc j'y reviens. Le miel, par exemple, le sirop d'agave, ça a des pouvoirs sucrants plus importants que le saccharose. Donc votre saveur sucrée est plus importante. Donc on peut espérer peut-être en manger moins, puisque on a le goût sucré très vite avec des moindres quantités. Le problème, alors le fructose, du sucre naturel, entre guillemets, ça va, mais le problème vient des sirops de glucose fructose. C'est-à-dire que quand vous voyez sirop de fructose, les gens ils vont penser fruits. Ils ne vont pas forcément penser sirop de maïs et puis le sirop complètement transformé. Et en fait, c'est des métabolismes très différents de ce que je vous ai dit, mais qui sont trop compliqués. Je n'ai pas voulu vous faire un schéma compliqué. Mais c'est vrai qu'actuellement, en France, la première cause de foie gras, de stéatose, sont issus des produits de consommation sirop de fructose glucose. On appelle ça la stéatose hépatique, je ne sais pas si vous connaissez. Et on commence à voir dans nos cabinets des gens qui ne sont pas obèses et qui ont des foie gras. Et en fait, qui sont liés à la consommation de ces sucres-là. Donc dans le fructose, attention à ce qui n'est pas naturel. C'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre. Regardez bien, que ce soit, si c'est du miel, des choses comme ça, mais en consommation élevée, ça peut nous faire des soucis, à nos médecins, puis à vous, en tant que patient, sur des taux de glycémie élevés, sur du foie gras, ça s'appelle stéatose hépatique, sur une autre problématique de résistance à l'insuline qui deviennent très courantes, qui sont des stades avant le diabète. D'accord ? Alors, si on vient, j'ai mis une seule slide pour les maladies, parce que vous avez posé les questions. Donc, je ne peux pas vous dire que le sucre, c'est pas associé, mais ce n'est pas le seul facteur. Il faut arrêter de tirer à boulet rouge sur le sucre. Mais c'est vrai que c'est cette consommation, surtout plus élevée, et en dehors du cadre des repas, et surtout sous forme de boissons. Moi, j'insiste beaucoup sur les boissons sucrées, que ce soit des jus de fruits, des sodas, des boissons light, des choses comme ça. C'est vrai que ça, notre corps, il n'est pas programmé pour avoir en permanence ces nutriments-là, on va dire, toute la journée dans le corps. Donc c'est vrai que ça augmente le risque de surpoids, d'obésité. Je vais finir ma slide et puis je réponds à vos questions. Donc on vient de parler du NASH, donc ça c'est le nom scientifique, non-alcoolique stéatose hépatique. Donc c'est le foie gras lié au fructose. Ça a un impact sur le diabète, mais c'est pas que le sucre. Il ne faut pas dire que le sucre donne le diabète, c'est pas vrai. Pour les cancers, c'est surtout lié à l'hyperinsulinisme, pas au sucre seul, c'est l'hyperinsulinisme qui nous crée le problème. Et les caries dentaires, bon, ça c'est mis depuis longtemps. Mais si vous voulez, j'ai mis que ça parce que c'est beaucoup plus complexe. Donc je ne peux pas vous dire le sucre n'est pas responsable de tout, mais le problème c'est l'industrialisation et la façon dont on consomme et qu'est-ce qu'on consomme sous forme de sucre. Naturel, industriel, dans le cadre des repas, en dehors des repas, il y a beaucoup d'autres facteurs.
Donc il faut trier, il ne faut pas devenir phobique complet du sucre. Donc il y a la petite dame qui voulait me poser une question. Il y avait une question par rapport au jus de fruits. Au jus de Est-ce que les jus de fruits, la consommation des jus de fruits industrialisés ou les jus de fruits purs, est-ce qu'il y a les distinctions ou les deux? Alors, qu'est-ce que vous appelez jus de fruits industrialisé? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous allez remplir ça. Donc vous aurez le fruit d'une orange. Sans les fibres, moins, parce qu'elles auront été broyées, et vous allez l'avaler vite. Donc, si vous voulez, ça accélère l'assimilation de ce sucre. Première notion. Donc, pour remplir un verre comme ça, il faut 2 ou 3 oranges. Donc, le sucre de 2 ou 3 fruits. Déjà. Après, effectivement, on va voir tout à l'heure que les industriels, pour que ça ait bon goût, ils vont vous vendre des purs 100% purs jus de fruits. Donc, ils pressent des tonnes d'oranges dehors et concentrés à un certain taux qui vont représenter une charge de sucre pratiquement égale à celle du Coca-Cola. Mais c'est un sucre qui est le fructose quand même. C'est pas le Coca-Cola avec le sirop de fructose du glucose. Donc effectivement, on va nuancer puisque c'est un sucre dit naturel par rapport au sucre dit industriel qui a une métabolisation plus par le foie et donc un problème de pathologie hépatique. Et après, effectivement, il y a ces concentrés. Donc il faut regarder un peu les étiquettes, à combien ça vous ramène au 100 grammes. C'est là où il faut regarder. S'il y a des correcteurs d'acidité, s'il y a des choses comme ça, bon, le débat est lancé. C'est pas top. La question est posée dans le cadre de comment faire boire les enfants. Et ce que nous avons trouvé dans notre famille, c'est de prendre le jus de fruits, de le diluer avec de l'eau, et comme ça, ils boivent. Alors, est-ce que c'est... comment faire boire les enfants? Pourquoi il faut boire? Les enfants, pourquoi il faut boire? Vivre. Pour vivre? Et toi, petite fille? Comment tu t'appelles? Leïla, Leïla, dis-moi. Pourquoi il faut boire? parce que notre corps, il a plus de la moitié d'eau, on a plus de la moitié Mais oui, de notre corps dans mais c'est très bien, c'est une excellente réponse, bravo. Elle a tout à fait raison, cette petite Leïla. C'est que notre corps est constitué à presque 75% d'eau. Donc c'est comme votre sol, si vous ne le rincez jamais, bah, vous allez accumuler vos déchets, vous aurez plus de facilité de faire peut-être des calculs ou des infections. Donc il faut boire régulièrement. Et quand je mets mon sol, moi je dis aux enfants, bah, si je mets du sirop dedans ou du jus de fruits, bah, le sol il va coller. Et notre corps il colle, il s'encrasse. Donc moi je dis aux parents, habituez vos enfants à l'eau. On va voir ça tout à l'heure. C'est une question d'habitude. Et c'est vrai que des fois, bah, il y a des enfants, ils n'aiment pas l'eau, mais c'est embêtant. Et le jus de fruits ou les boissons sucrées, c'est l'exception. Mais il ne faut surtout pas le banaliser au quotidien. Donc habituez vos enfants à la saveur eau. Alors après, il y a des eaux minérales, des eaux du robinet, des eaux de ce que vous voulez. Mais l'eau, c'est ce qui nous rince, c'est ce qui fait la régénération de toutes nos cellules. Donc, et c'est vrai qu'il faut habituer très jeune, très tôt les enfants. Merci Leïla, c'est formidable. Quel est ton prénom toi? Yanis. Yanis. Alors dis-moi Yanis. Mais vous avez dit que le diabète, c'est pas à cause du sucre. Mais partout, on répète tout le temps que le diabète, c'est à cause du sucre. Bah ouais, mais ça c'est trop simple, mon grand. C'est trop simpliste. C'est trop simpliste. D'abord, ça culpabilise beaucoup. Moi, j'ai des gens diabétiques qui ne prennent pas un gramme de sucre. D'ailleurs, ils viennent et me disent « Oh, mais docteur, je comprends pas, là, j'ai 1,30 g de sucre et je prends jamais de sucre. Comment c'est ?» Bah, tu as une usine à sucre dans ton corps, c'est le foie. Et puis, tu as des gènes. Malheureusement, il y a des gens, ils ont un pancréas qui fonctionne un peu moins bien. Puis, des fois, ils ont pris trop de poids et c'est à cause de ça. Mais c'est pas pour autant que c'est lié au sucre. Non, ça, c'est trop simple. C'est une vision, mais un peu dépassée, mais on l'a dit tout le temps, je suis d'accord avec toi. D'autres questions sur les maladies? Vas-y, Leïla. Est-ce que si j'avale mes coquillettes tout rondes, ça va me rendre malade? Quand tu avales tes coquillettes tout rondes, ça veut dire que tu les mâches pas? Oh, ah, c'est grave, hein. Non, tu vas pas tomber malade. En fait, mâcher lentement. Pourquoi il faut mâcher lentement? Parce que ton cerveau, il faut qu'il soit informé que tu es en train de manger. Donc quand tu mets des choses dans ta bouche, tu commences à donner l'information à ton cerveau, tu es en train de manger. Donc normalement on doit manger quand on a faim, donc il y a le signal de faim, c'est-à-dire pour avoir faim il faut qu'on ait un estomac vide, il faut que le taux de sucre soit bas dans ton sang, donc on va aller manger. Et puis normalement, le petit animal que tu es, tu dois savoir t'arrêter de manger, donc c'est quand on a le ventre qui est plein.
Mais en fait, il y a d'autres choses qui font que tu t'arrêteras de manger, c'est le taux de sucre justement dans ton sang qui remonte. Puis hop, ça coupe le signal de faim. Mais ce trajet-là, il faut environ 10 minutes à ton cerveau pour comprendre que tu as commencé à manger. Donc si tu manges trop vite, en fait, les gens qui mangent très vite, ils ont tendance à manger au-delà de leurs besoins parce qu'ils n'écoutent pas leurs signaux de faim et de ce qu'on appelle la satiété, qui est l'arrêt de la faim. Après, le danger d'avaler tout rond, c'est que ça aille dans l'autre trou et puis que tu t'étouffes. Bon, c'est rare quand même, hein. Mais bon, ça peut arriver malheureusement. D'accord ? Donc, je te conseille quand même de mâcher parce qu'en plus, dans ta bouche, là, j'ai parlé des enzymes qui découpaient les aliments à la sortie de l'estomac. Mais il y en a d'autres, c'est dans les glandes salivaires. Là, tu as des petites glandes dans ta bouche qui donnent des amylases. Donc, ase, c'est enzyme. Donc, ça découpe tes petites pattes. Comme ça, ton estomac, il a moins de travail à faire. Puis l'intestin derrière aussi. Donc, il y a moins le gros ventre comme ça derrière. Voilà. Mais sinon, c'est pas très grave. T'es gourmande de coquillettes. C'est trop bon, les coquillettes. C'est bon. D'autres questions ? Oui. Moi, j'en avais une autre. Quand on m'a dit effectivement l'impact du sucre sur certaines maladies, notamment le cancer, on a tendance à entendre que le cancer se nourrit de cellules sucrées. Alors, c'est plus compliqué, madame. En fait, l'idée, c'est que, si vous voulez, quand on veut simplifier quelque chose, on donne une phrase choc. Donc, j'ai tendance à vous dire que c'est ce qui fait vendre. Donc, le sucre donne le cancer se nourrit de sucre. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que la cellule cancéreuse, c'est une cellule inflammatoire. Donc, ce qui nourrit vraiment le cancer, c'est l'inflammation de nos tissus. Ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est ce phénomène d'hyperinsulinisme qui est nocif pour l'ensemble du corps. Et si vous voulez, on a tous des micro-cancers en nous, tous, hein, nos cellules vieillissent, tout ça, et on va avoir des facteurs favorisants. Donc, premier facteur favorisant du cancer, quand même, pour redire les choses, il y en a deux. Tabac, l'alcool. Donc déjà, hein, ça fait grosse responsabilité. Après, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Les ultraviolets, malheureusement, la pollution. Et encore une fois, ces notions d'hyperinsulinisme, ça arrive après. Donc, je ne vais pas dire à quelqu'un qui a un cancer, on va l'aborder, je crois, dans le cerveau. C'est que, bon, à un moment donné, le sucre, c'est pas qu'un poison. Hein. C'est pour ça que là, on va l'aborder tout de suite, vous voyez. Donc, moi, je veux bien, mais c'est trop simpliste. Il y a tellement d'autres facteurs aussi que c'est pas... Quand vous allez sur les... Si vous voulez, quand on veut lancer une alerte, entre guillemets, il faut se reposer quand même sur des milliers d'études, pas des petites séries de 10 patients, des choses comme ça. Donc, il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui sont beaucoup plus complexes que le seul fait du sucre seul. C'est sûr que manger du sucre tout seul toute la journée, c'est pas bon pour le cancer, pour le diabète, pour plein d'autres pathologies. C'est ça qu'il faut retenir. Mais je ne vais pas avoir d'opinion très précise sur que ça me nourrit mon cancer ou aussi d'autres choses. D'accord ? Alors, on a parlé tout à l'heure de dépendance. Alors, le sucre déjà, c'est notre saveur initiale. Quand vous êtes bébé dans le ventre de votre maman, qu'est-ce qui vous fait grandir ? Dans le cordon ombilical, c'est le sucre. Hein. Donc, et quand le bébé naît, on a fait des expériences comme ça avec des nouveau-nés, on leur mettait des gouttes de saveur sur leurs lèvres. Ben, la seule saveur où ils sourient, ils sont contents, c'est le sucre. Donc cette saveur, elle est innée quand même, hein, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est après entretenu, donc c'est pour ça que j'ai mis c'est inné dès la naissance, et après, en fonction des cultures où vous êtes, ben, vous allez avoir une habitude de sucre ou pas. Hein. Il y a des sociétés, le sucre n'est pas du tout revendiqué, hein, c'est pas leur problème. Hein. En Asie, au Japon, ils n'ont pas tant la saveur sucrée qui vient, mais on est en France, on est patrimoine mondial de l'UNESCO pour la cuisine. Bon, bah, je sais pas, moi je trouve, si je fais plaisir à mes invités, en général, je prévois un dessert sucré, hein, je fais pas que ma salade de brocoli. Quoi. Si je suis triste, je vais pas dans ma salade d'haricots verts non plus, vous voyez ce que je veux dire. On peut pas s'apaiser non plus avec, une fois j'ai une patiente comme ça qui me dit « Oh, ben moi à 4 heures quand je suis pas enfant, je prends une salade d'épinards. » Prends bien vos faces, hein. Mais j'y croyais pas un seul instant. À un moment donné, je suis fatiguée, j'ai un peu le blues, bon ben, je sais pas, je vais chercher ma saveur sucrée et je me sens pas coupable de ça. Et moi je trouve qu'actuellement il y a un discours très clivant là-dessus, c'est-à-dire qu'on devient très normatif dans tout. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous mangez du chocolat et vous voulez maigrir, mangez du chocolat, vous êtes diabétique et puis vous êtes si, on arrête quoi. Enfin bon, c'est vrai que moi j'ai un discours, les gens qui connaissent, alors les événements festifs, je sais pas, à Noël, il y a la bûche de Noël, vous faites un gâteau d'anniversaire,
quand on fait les anniversaires, qu'est-ce qu'on achète les enfants? Des bonbons. Je sais pas, vous offrez pas des bouquets de choux-fleurs. Ça te fait rire, hein, Nadia. Donc, en fait, si vous voulez, moi je veux bien qu'on dise arrêtez le sucre, mais comment on fait du point de vue social, du point de vue festif? Il faut quand même garder cette notion. Donc, il y a ce souci-là. Et puis donc, il y a des bouquins qui ont, je l'ai mis là dans mon introduction, ils vont nous dire, ah là là, c'est une drogue, il y a même des savants qui comparent ça à la cocaïne, donc on va loin dans la comparaison. Donc, en fait, si vous voulez, le goût du sucre, alors, je reviens à vous, madame, par rapport au jus de fruits. C'est vrai que quand on habitue qu'à boire les enfants et à les récompenser, par exemple, tu es ça, je te donne un bonbon. Enfin, moi, je suis une génération, quand j'étais petite à l'école, il n'y avait pas les bons points, il y avait les bonbons quand on travaillait bien. C'est-à-dire que j'avais une bonne note, j'avais mon petit bonbon. Ah, j'aimais bien, moi. Hein. D'accord? Après, on donne des images, on récompense différemment, mais quand on veut éduquer un petit animal là, qui va à Marineland, les otaries, elles ont des sardines. Quand on veut éduquer un petit animal, on lui donne souvent une sucrerie. Parce que ça participe à ce que j'ai mis là au circuit de la récompense, avec un neurotransmetteur particulier qu'on appelle la dopamine, et qui renforce. Alors plus vous activez, vous habituez au réconfort du sucre quand vous êtes enfant, peut-être que quand vous êtes adulte, vous allez aussi vous réconforter un peu plus que la moyenne avec des produits sucrés. Vous voyez? Donc il faut faire attention dans cette valeur. À la fois c'est un plaisir, mais à la fois effectivement ça peut créer une habitude et qu'on s'en passe plus, et puis dès qu'on a besoin d'un petit réconfort, hop, encore une fois on va pas sur notre salade de chou-fleur, on va aller sur notre tablette de chocolat ou le paquet de biscuits ou le paquet de bonbons. Donc ça peut poser problème, mais à force de les interdire, ça renforce aussi. Hein. À force de dire j'ai pas droit, j'ai pas droit, j'ai pas droit, après c'est pas un carré de chocolat qu'on va prendre, c'est toute la tablette. C'est pas un biscuit qu'on va prendre, c'est tout le paquet de biscuits. Alors en plus, si le paquet de biscuits il est avec du sirop de fructose, avec le sort de goût, et tout ce qu'il faut derrière, bah, on y va joyeusement. Vous voyez? Et donc, il faut faire attention à ces aspects-là, parce que à force de dire c'est pas bon, on en a quand même besoin. C'est ça que je veux faire passer comme ça. Donc c'est pas comme la cocaïne, parce que si on rééduque, on s'est habitué au sucre peut-être par ses habitudes culturelles, mais si on réhabitue les gens, quand ils viennent chez moi avec leur light et tout ça, et je leur dis, bah, ça c'est des cochonneries, on va s'en passer. Oh, mais comment je vais faire? Ben, on va faire. Et on se déshabitue, on peut se déshabituer, c'est réversible. Donc, encore une fois, c'est pas une drogue, hein, c'est pas... On voudrait nous faire croire, par contre, je nie pas le fait qu'on nous fasse des produits qui sont de plus en plus, qu'on appelle palatables, pour qu'ils soient plus attirants et qu'on en mange plus. Mais ça n'a rien à voir avec la dépendance. Allez Yanis, je t'écoute. Mais avant, vous avez des bonbons quand vous avez... Comment? Avant, quand vous faisiez ça, vous avez des bonbons à l'école. Ouais. Ah oui, mais moi je suis vieille, tu sais. C'était dans un autre temps, une autre époque. Après, les bonbons de mon époque, je pense qu'ils n'avaient pas trop de trucs cochonneries, tu vois. De nos jours, on n'avait plus un bravo. Hein. Bah ouais. On n'a plus un bravo, même quand on travaille bien. Même pas des petites images. Parce que tu vois, mes enfants qui ont 30 ans, là j'étais à mon âge, bah, ils avaient des jolies images quand ils travaillaient bien. Les maîtres, ils avaient ça. Mais même en primaire, hein, jusqu'au collège. Enfin, pas au collège, mais en primaire. Alors, Leïla, tu voulais dire quelque chose? Non. Donc voilà, des questions sur la dépendance ou pas? Ça vous va? Alors, allez, on aborde ça. Alors, comment on fait? Alors, les recommandations, qui c'est qui nous dit de consommer du sucre? On a des organismes. Donc, on se réfère à des instituts. Alors, en France, c'est l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité, ES, je ne sais même plus ce que c'est. L'OMS, qui indique beaucoup de choses. Donc là, la diapo, elle est issue de 2007, c'est déjà dépassé. Le problème de la nutrition, c'est qu'on change toujours toutes les normes, tout le temps. Donc, ce que vous lisez maintenant, c'est peut-être écrit d'il y a 20 ans, et c'est déjà dépassé. Et ce qu'il y a 2 ans, c'est déjà dépassé, et tout ça. Donc, ce qui explique la cacophonie, on va dire, des messages nutritionnels, c'est ça. Je l'ai mis exprès cette diapo, parce que comment s'y retrouver, il faut se tenir au courant. Et vous n'allez pas tous les matins sur le site de l'OMS pour voir les recommandations. Donc ça, c'est déjà dépassé. Parce que l'OMS, en fait, alors, dans les recommandations, je nuance aussi beaucoup, parce que la recommandation, c'est à l'échelle de la population.
et vous êtes tous uniques. Donc, on va dire des recommandations générales, mais après, j'espère que vous n'allez pas sortir de là et dire « Oh, elle m'a dit, il ne faut pas dépasser ça. Hein, Yanis ?» D'accord? Donc, les recommandations, c'est à l'échelle de la population. Et individuellement, vous avez quand même beaucoup de liberté. Alors, ça, c'est dépassé. Alors, il y a quelques années, on disait « Alors, on va faire des mathématiques, les enfants. » Ils nous disaient pas plus de ça, environ 50 grammes de sucre libre. En sachant qu'un morceau de sucre pèse 5 grammes, ça fait combien de morceaux de sucre? Yanis, il n'écoute pas. 10. Ça devient long, hein, mon histoire. Bon, bref, c'était 10 morceaux de sucre. Donc c'était, ça veut dire, alors, d'après vous, on a augmenté ou on a diminué? On a diminué. Pourquoi? Parce qu'après, il y a du sucre dans tous les produits, Oui, et puis il y a quand même... Alors voilà, ça c'est 2018. L'autre c'était 2016. Hein. Bon, ça c'est la plus récente que j'ai dit. Donc l'OMS a retravaillé les choses et a passé... Alors les enfants, 12 grammes, combien de morceaux de sucre? 2,5. Bon, on va pas loin avec ça. Hein. Bonjour, le plaisir aux anniversaires. 2 bonbons, Leïla. 2 bonbons. T'imagines? Bah, c'est monsieur OMS qui dit ça. Moi, je vais être triste. Hein. Bon, bref. Après, donc, vous voyez, ancienne recommandation dans les années 2000, 50 grammes. Pour un adulte, 25. On a diminué de 50%. Ils se sont allés à la louche. Hein. Bon, moi, je suis dans mon cabinet, j'en suis pas là. Hein. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'enlève 10-20% de la consommation actuelle quand j'ai des pathologies. Je suis médecin, hein, j'ai des pathologies, je ne suis pas population générale. Donc, c'est, encore une fois, c'est une recommandation, c'est pas forcément vrai à l'individu. Mais c'est pour vous dire que, quand même, il y a des gens qui nous disent ça. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une autre norme. Alors, eux, ils ont distingué les hommes et les femmes. Pourquoi pas? 36 grammes. Combien de morceaux de sucre? 7. La femme, 24, 25, 5. Et actuellement, en France, on est à combien en moyenne? Ouais. C'est quand même pas mal, hein. Alors, si je me référais... Vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir, en fait, hein, comme idée. Ça vous fait réagir, hein, tout ça. On est loin de nos 2 morceaux de sucre, 25. Enfin, là, je sais pas, enfin, les gens de l'OMS, moi, je veux bien, mais... bon. Parce que quand vous allez avoir dans quoi ils sont cachés, vous allez dire, ouf. Ça va? Vous voulez que je reste dessus? Ça vous fait méditer? Alors, j'ai trouvé encore cette diapo-là. En 2017, INRA, donc Institut National de Recherche Agronomique, chiffre français. Donc par rapport à l'ancienne norme de l'OMS qui était 10%, donc les 50 grammes, on était pas mal. On était plutôt en dessous. Mais si c'est la nouvelle norme, on est au-dessus. Donc encore une fois, hein, nos experts, là, ils nous sortent des nouveautés. Bon. Donc ça, c'est la 2017. Alors, j'ai trouvé cette slide aussi qui était, semblait rigolote. Alors, déjà, le 600, là, moi, ça m'a amusé. Il y a 600, en France, hein, c'est un truc de France, il y a 600 formes de spécialités régionales de sucre et de sirop de toutes sortes en France. 600. Combien par... Ben, ça veut dire que tu as la... Je sais pas, qui c'est qui connaît les bonbons? Les berlingots, à Nancy on a les... Ben voilà, c'est ça. Ben, il y en a 600 différents en France. Rien qu'en France. La bêtise de Cambrai, le bonbon miel des Vosges, la frestagada. Vous voyez, il y en a 600 différents. Ça fait du monde. Ça fait une offre... Ça fait une offre importante. tentation... Exactement, voilà, tout à fait. Après, le Français moyen, il consomme par an 3,5 kg de compote et 1,8 kg de confiture. Le Suisse, il mange 12 kg de chocolat par an, le Français 6 kg. L'Américain moyen, il consomme 190 litres par an de boissons sucrées, le Français 65 litres quand même. Hein. C'est comme pas mal, hein, 65 litres. En moyenne, le Français moyen, il mange 3 biscuits par jour. Et donc, on consomme en gros en sucre libre 90 et 100 grammes. Vous voyez? Donc, voilà, des petits chiffres que j'ai trouvés rigolos. Enfin, 600 confiseries différentes, ça m'a impressionné. Des remarques?
Ouais, c'est récent, hein, 2014. Boisson sucrée, c'est jus de fruits, coca, soda, tout ça. Allez Yannick, je t'attends. Apparemment, en France, c'est 65 litres. Oui. Moi c'est par jour 65 litres. 65 litres, voilà, tu exagères. Hein, là, c'est un peu mégalo, là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ça va au niveau du temps, Magali? Encore un petit peu? Ouais. Alors, pour notre caddie. Alors, j'ai trouvé cette diapo avec des petites montagnes de sucre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, j'ai mes petits cookies là, 3 biscuits. En gros, en biscuit, on compte un morceau de sucre par biscuit en gros. Donc 3. Puis vous avez la pomme de l'autre côté. Une pomme, 3 morceaux de sucre. Alors il y en a une c'est du fructose, l'autre c'est du saccharose, glucose comme vous pensez. Les jus de fruits, madame, le Minute Maid 100%. Vous voyez, dans un verre de 20 centilitres, vous avez 5 morceaux de sucre. 6 sur cette diapo, en moyenne c'est 4-5. Hein. Et vous voyez pratiquement autant que votre coca. Donc c'est embêtant. Alors en coca, vous allez me dire, c'est encore une fois, c'est le sirop de fructose, issu du maïs, rétention et tout ça, mais bon. Alors d'autres photos que j'ai mis sur les boissons. Ça vraiment, moi, en tant que médecin, vraiment, je fais la chasse à ça. Hein. Quand j'ai un petit enfant en surpoids, c'est une des premières questions que je pose aux parents. Qu'est-ce qu'il boit cet enfant? Il y a toujours les jus de fruits au petit déjeuner, au goûter, tout ça. C'est une plaie, ça. Donc encore une fois, réhabitons nos enfants à boire de l'eau. Qui boit de l'eau? Leïla. Tu bois de l'eau? Pour le petit déjeuner goûter, je bois du lait. Du lait, bravo. Yanis, qu'est-ce que tu bois? À part tes 65 litres de je sais pas quoi. Pas d'eau? Pas du tout? Pas souvent. Pas souvent. Quoi? Je t'ai convaincue là? Notre petite fille là qui est devant toute timide. Du jus? Le matin. Et après en journée, tu bois de l'eau? D'accord. Bon, c'est bien tout ça. Mais c'est vrai que, vous voyez, mon jus d'orange là, pour 250 millilitres, c'est pas un énorme verre. Vous avez 24 grammes, ça veut dire 5 morceaux de sucre. Et vous avez les boissons énergisantes, bon, là, il n'y avait pas de main. Il y a 27 pour 3 grammes de plus. Hein. Donc, des fois, il y a des gens qui nous disent oh, moi, j'arrête l'eau coca, je ne bois pas, puis je prends des jus de fruits. Bon. Il y a deux morceaux de sucre. Non, pas de morceaux de sucre, 2 grammes. Ah oui, le coca, oui, mais 330 millilitres. Si je le ramène à 250, c'est pareil. Vous voyez? Donc, c'est pour aussi un peu faire agiter les neurones par rapport au... Oui. Le jus d'orange, c'est du frais ou c'est... Oui, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, une fois, pressez votre orange à la maison, vous allez voir, vous n'avez pas 250 millilitres. Hein. Sur la diapo précédente, Oui. Voilà, la pomme, c'est de la pomme à gauche coupée. Oui. Mais c'est la même quantité, c'est une pomme entière coupée. Oui, une pomme. Alors, là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis à côté, mais une pomme, moi je dis toujours, c'est 3 morceaux de sucre, comme 3 biscuits. Mais que ça soit en morceaux. Après, vous allez avoir le calibre de la pomme, elle est petite, elle est grosse, machin. Mais c'est simplement, moi souvent, je dis ça à mes patients qui me disent, j'ai arrêté les biscuits, tout ça, maintenant je prends des fruits et des jus de fruits. C'est pour aussi... c'est un peu casser la baraque, quoi, en fait. Hein. On mange quoi? Bah oui, on va manger. Ne vous inquiétez pas, on va manger. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas. Donc, en fait, la problématique, c'est justement par rapport aux recommandations. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, mon discours, c'est de dire, chassez les sucres cachés, maîtrisez votre consommation. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous avez un yaourt déjà sucré par votre fabricant, il vous met en moyenne 2 morceaux de sucre, l'équivalent de 2 morceaux. Moi, j'estime si les enfants, ils n'aiment pas les natures, ils peuvent mettre une cuillère à café, de miel, de confiture, de trucs. En fait, mon propos, c'est de vous dire, ne nous laissons pas imposer des sucres en plus de ce qu'on a vraiment besoin. Est-ce que vous aurez plus de plaisir parce que votre biscuit aura l'équivalent de 4 morceaux de sucre ou 3 ou 2? Je ne suis pas sûre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la notion, c'est de garder la saveur sucrée, mais d'avoir du plaisir, mais un plaisir raisonné. Parce que, par exemple, dans un flambi, il y a 4 morceaux de sucre. Si vous faites votre riz au lait maison, peut-être que dans votre portion, il y aura l'équivalent de 2. C'est pas de dire que le sucre est mauvais, le problème c'est qu'on nous sucre tout, peut-être au-delà de ce qu'on a besoin, surtout si j'en réfère aux nouvelles recommandations, mais gardons quand même le plaisir de sucre. Je ne suis pas en train de vous dire que le sucre est mauvais, c'est simplement de vous dire qu'actuellement, effectivement,
il faut être vigilant sur qu'est-ce qu'on nous vend. Et comme tout le monde est informé que le coca, c'est pas top, et ça, les industriels qui vous produisent les jus d'orange, bah, ils sont engouffrés. Hein. Le plan national nutrition santé qui vous dit 4 et 5 légumes et fruits par jour, bah hop, allons-y. Ah bah j'ai ma ration de fruits, j'ai pris mon jus d'orange le matin. C'est pas la même chose. Vous voyez? Donc je veux pas que vous sortiez de là en disant bon, qu'est-ce qu'on mange et on n'a plus le droit au sucre. Non, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est plus de vous alerter sur le fait qu'il y a des produits de consommation courante que vous allez trouver à votre supermarché. Alors vous n'allez pas passer 1 heure à lire toutes les étiquettes, mais quelque part, mon message c'est comme autour des boissons sucrées ce soir. Après, des produits qui sont peut-être sucrés, qu'on pourrait sucrer soi-même, par exemple les yaourts. Par exemple, vous avez maintenant des yaourts, je suis de la marque, après tout, je n'ai pas de conflit. Yoplait, ils mettent du sirop de glucose dans leur yaourt. Ben oui. Donc, je sais pas, moi, le yaourt, c'est une image de produit naturel, de santé, machin. Ils sont capables de mettre du sirop de glucose. Ben non. Ah oui, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'ils nous font? Donc, je préfère que vous preniez peut-être votre Yoplait nature et puis que vous mettiez votre confiture si vous avez, ou votre sucre ou je sais pas quoi. Vous ferez votre yaourt à la fraise vous-même. Alors le fruit sec, il se déshydrate, donc il y a moins d'eau, et il concentre sa teneur en sucre. Mais c'est pas forcément mauvais. Hein. Encore une fois, l'idée c'est... Encore une fois, je pense que actuellement, je sais pas si j'ai pas mis ça. Voilà. On y arrive. Moi, je refuse de passer pour vous, pour le médecin qui drive tout. L'orthorexie, c'est pour tout vous dire, je m'occupe autant d'anorexie que d'obésité, de surpoids, de diabète et d'autres problèmes. Donc, l'orthorexie, c'est un nouveau mot que nos amis psychiatres nous ont donné. C'est les gens. Alors, tout est parfaitement équilibré. Alors, ils ont X féculents, protéines, les acides gras, les oméga 3, les machins. Ils font du sport à fond. Il n'y a rien qui dépasse. Hein. Alors, la notion de plaisir, je ne sais pas où elle est. Donc, moi qui passe ma journée à dire gardez le plaisir, je ne vais pas vous dire ça. Donc, le sucre, je vous ai dit, je vous rappelle juste 2 diapos devant. La saveur sucrée. Oh, elle est loin. Ça m'apaise et ça me réconforte. Il ne faut pas l'oublier, ça. D'accord? Mais je ne dois pas être coupable derrière. C'est-à-dire, si je m'apaise et puis je l'accepte. Donc, l'orthorexie, c'est, pour moi, alors c'est ce que j'ai mis. Encore une fois, c'est indispensable pour notre énergie, mais c'est aussi important pour la part émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a un animal particulier, nous, on n'est pas comme les animaux sauvages, ils ont faim, ils vont chercher de la nourriture, ils s'arrêtent quand ils ont plus faim, et puis c'est fini. Nous, on a un animal avec un cerveau émotionnel. Et nos émotions fonctionnent beaucoup avec le gras et le sucre. Les neurotransmetteurs, votre cerveau, il s'en fout encore une fois. Vous ne pensez pas que j'aime pas les brocolis de chou-fleur, c'est pas le problème. Mais il va se nourrir de gras et de sucre, votre cerveau. Donc, comment vous l'apaisez? Si vous enlevez tous les sucres, alors vous pouvez prendre beaucoup de sucre lent. D'ailleurs, là, j'ai pas mis, mais il faut consommer des sucres lents. D'accord? Ça, c'est important. Si vous enlevez tous les féculents de votre alimentation, vous allez avoir des appels de sucre épouvantables. Hein. Vous serez tout le temps en recherche de sucre, ça va vous obséder. Donc, gardez vos féculents, vos sucres lents à tous les repas. Ça, c'est pareil. Hein, les gens qui disent « Ah ben non, on mange un repas sur 2 », je dis « Mais attendez, votre corps, il ne sait pas que c'est le midi, il ne sait pas que c'est le soir. » Et voilà. Bon, éventuellement, la nuit, on dort, on est d'accord. Mais encore une fois, il faut bien penser ça. Les civilisations qui ont arrêté la consommation de sucre lent sont les gens qui ont déplacé sur les sucres rapides, ils ont eu tous des problèmes métaboliques. Pour ne pas citer les États-Unis et tous les pays anglo-saxons. Le pays où on est le plus mince avec nous, la France, au monde, l'Italie. Japon. Pris à tous les repas. D'accord? Donc, ce qui est délétère, ce sont les extrêmes, dans tous les sens. Je remplace l'eau, je bois que du jus de fruits, je prends... c'est les excès. Donc, mais les excès dans l'autre sens aussi. J'arrête tous les sucres, encore une fois, alors, sucre rapide en particulier, vous allez péter un câble, hein. Ou alors vous déplacez sur l'alcool. Ou vous fumez plus, je ne sais pas, mais vous devenez... je ne sais pas ce que vous faites, mais pour moi, c'est pas possible. D'accord? Donc, les troubles des conduites alimentaires, l'obésité, ça progresse moins en France actuellement. Ce qui fait explosion dans nos cabinets, c'est les gens victimes des troubles des conduites alimentaires. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça commence très vite, très tôt. Les troubles des conduites alimentaires, ça commence... alors, la plus connue, l'anorexie,
Mais il y a la restriction cognitive, il y a les compulsions, il y a les impulsions, il y a l'hyperphagie boulimique, il y en a plein. Mais ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent et qui atteint malheureusement des couches de population de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des anorexiques, avant c'était 16-17 ans, la grande adolescente, la plus jeune, moi cette année que j'ai pris en charge, 9 ans. Plein de choses, on parle trop d'alimentation, on oublie le plaisir, et puis il y a d'autres facteurs psychologiques à côté. L'anorexie est une maladie pas nutritionnelle. Le symptôme est nutritionnel, mais le fondement est psychologique. Mais quand même. Donc, sachons, alors ce que j'ai mis, sachons être des conservateurs avertis. C'est-à-dire que, 1, vous lisez vos étiquettes. Si c'est des sucres industriels, ben, vous changez de produit, tout simplement. Vous restez sur le sucre, et pas dextrose, sirop de glucose, machin truc. Vous regardez un peu les proportions. Si vous achetez des biscuits, ben, vous prenez ceux où il y a quand même plus de farine que de sucre. Les boissons, on en a parlé. Et puis surtout, vous faites plaisir, quoi. Votre gamin qui veut son biscuit à 4 heures, bah, vous y achetez, ou vous le faites à la maison, ou faites des goûters d'anniversaire, faites votre gâteau, et mangez votre sucre plutôt dans le cadre du repas que en dehors des repas. Et voilà, régalez-vous. J'ai fini. Bon, si vous avez des questions, vous êtes scotchés. Juste pour vous informer, notamment pour les personnes qui auraient voulu assister, que vous connaissez, qui voudraient savoir ce qui a été dit, la conférence a été filmée, elle sera disponible à la fois sur le site de la médiathèque et aussi sur le site de la ville de Valbonne. Donc vous pouvez éventuellement relayer l'information aux personnes qui n'ont pas pu se déplacer ce soir. Voilà, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Pardon ? Oui, maximum une semaine. Voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup.